À la une de l'actualité ce soir, l'explosion d'une grenade dans une école franco-arabe dans l'arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou. Une explosion qui a fait 4 blessés dont 2 graves. Dans ce 19h30, le film d'une matinée de panique et d'interrogation. L'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne et l'Organisation internationale de la francophonie seront au rendez-vous de la qualification à Pau en France le 13 janvier prochain. Annonce faite hier à l'issue d'une réunion préparatoire des ministres du G5 Sahel à Ouagadougou. Plus de 170 morts dans le crash d'un avion ukrainien. Le drame est survenu ce mercredi en Iran. Bienvenue à tous. C'est une matinée de frayeur, de panique généralisée dans l'arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou ce mercredi. Une grenade hors du cadre militaire, une grenade dans un quartier, pire dans une école, à la merci des élèves. Une grenade qui a fait l'objet de manipulations, qui a explosé et blessé 4 élèves, dont 2 dans un état grave, selon un communiqué de la gendarmerie nationale. Les autorités municipales et gouvernementales ont fait le déplacement sur le lieu de l'incident, dont les circonstances restent encore très flou. Magid Bakwa, Abdourazak Traoré. Sur place, un décor qui témoigne de la violence de l'explosion. Des traces de sang, des sacs d'écoliers et des chaussures abandonnées. Dehors, des boutiques fermées, des élèves renvoyés chez eux. C'est le constat d'une matinée de drame et de panique au quartier Panzani, dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Le drame est survenu aux environs de 8 heures selon les témoins. Une grenade explose à l'école franco-arabe Darou An Hadis après des manipulations. Tidiane Ouedraogo est enseignant de l'école. Victime, il nous explique les faits. Ici, les coups débutent à 7h30 et c'est vers 8h qu'il y a eu l'explosion dans la classe de CE1. Une explosion qui a fait 4 blessés, dont 2 graves. Cette explosion vient nous plonger dans une peur terrible et c'est très difficile de travailler dans ces conditions. C'est une situation qui nous surprend tous et je ne saurais expliquer dans quelles conditions cette grenade s'est retrouvée dans cette classe de CE1 dont l'enseignant lui-même n'arrive pas à comprendre ces faits. Quelques heures après l'incident, le ministre de la Sécurité ainsi que les autorités de la commune se sont déployés sur le lieu du drame. Aucune à écarter quand un incident comme celui-là arrive, il vaut mieux attendre que les techniciens, c'est-à-dire la police scientifique, la gendarmerie, fassent son travail et disent exactement ce qui s'est passé. Mais j'appelle vraiment la population au calme. Pour dire que c'est une situation qui est complètement maîtrisée. La police et les sapeurs-pompiers ont réagi avec promptitude et je pense que la situation est sous contrôle. Un important dispositif sécuritaire est mis sur place pour sécuriser les lieux. La police scientifique est également présente pour effectuer des prélèvements. Selon un communiqué de la gendarmerie nationale, l'explosion a fait 4 élèves blessés, dont 2 graves. Tous ont été évacués pour des soins. Les interrogations qui restent donc entières sur cet incident, c'est un sujet signé Magui de Bakou avec la voix de Roméo Koïta. Les pays du G5 Sahel ne seront donc pas seuls à la rencontre de clarification sur la présence ou non des forces françaises au Sahel. Le rendez-vous de Pau en France sera élargi à l'ONU, à l'Union africaine, à l'Union européenne et à l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Information donnée hier à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel à Ouagadougou. Il est question de s'accorder les violents sur le discours à tenir face au président français Emmanuel Macron. Plus de détails avec Roméo Koïta. À quelques jours du sommet de Pau en France, les ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel se réunissent dans la capitale burkinabé. Une rencontre qui se tient à la demande des 5 chefs d'État avec pour objectif accorder les violons et harmoniser les points de vue avant la rencontre de Pau, prévue le 13 janvier prochain. C'est une étape importante pour le G5 Sahel dans la lutte contre la menace terroriste dans notre région et compte tenu donc de l'importance des enjeux, les chefs d'État ont souhaité qu'en quelques jours nous nous réunissons en tant que ministre des Affaires étrangères, examiner quelques propositions venant de part et d'autre pour soumettre donc leur appréciation avant donc ce rendez-vous de Sur le contenu des échanges, rien n'a filtré. En revanche, l'on en sait davantage sur le format du rendez-vous.
La rencontre ne se tiendra pas exclusivement entre Emmanuel Macron et les dirigeants du G5 Sahel. D'autres personnalités seront associées, notamment le secrétaire général de l'ONU, le président de la Commission de l'Union africaine et celui de l'Union européenne. On rappelle, sur le maintien ou non des forces françaises au Sahel, les 5 chefs d'État ont déjà clarifié leur position lors de leur dernière rencontre en décembre 2019 au Niger. Ils se sont prononcés en faveur de la présence des forces françaises au Sahel. Le premier conseil des ministres de l'année 2020 avec ses bonnes nouvelles pour les travailleurs de la santé et les étudiants. Plus de 10 000 ordinateurs seront offerts aux étudiants en année de licence des universités publiques. Le gouvernement qui adopte également des décrets pour l'opérationnalisation de la FPH, la fonction publique hospitalière. Arsène Konitamde. Maintes fois annoncé, maintes fois repoussé, l'adoption des décrets d'application de la loi portant statut de la fonction publique hospitalière est finalement effective ce 8 janvier. 10 décrets dont l'adoption avait été renvoyée au calendrier grec, suscitant de nombreux mouvements d'humeur qui ont secoué le système sanitaire burkinabé. Nous avons adopté 10 décrets d'application de la loi portant statut de la fonction publique hospitalière. Ces décrets-là assurent donc un équilibre entre innovation et respect des principes généraux de la fonction publique d'État. Et ils doivent donc permettre de satisfaire les partenaires sociaux, mais également de mettre en œuvre cette loi sur la fonction publique hospitalière qui est attendue par tous les acteurs. En 2019, 11 districts sanitaires ont connu des cas de méningite qui ont nécessité des campagnes de vaccination dans certaines localités. Pour y faire face, le gouvernement a adopté un plan de préparation et de riposte à une éventuelle épidémie de méningite. Les données de l'OMS notent que les pays frontaliers comme le Ghana avec 3 districts et le Togo avec 1 district ont connu donc des épidémies. Le plan que nous avons adopté a un coût de 3 milliards 26 230 859 francs CFA et il prévoit entre autres le renforcement de la surveillance épidémiologique, le prépositionnement des médicaments en vaccins et consommables, la prise en charge gratuite et précoce des cas selon les protocoles révisés, la vaccination réactive de masse gratuite en cas d'épidémie et le renforcement de la communication envers les populations. Le Conseil a également donné son accord pour la conclusion d'un marché par entente directe pour l'acquisition de 10 013 ordinateurs au profit des étudiants du cycle licence des universités publiques. Ce marché doit permettre donc d'opérationnaliser le projet un étudiant, un ordinateur. C'est une phase pilote afin de relever toutes les difficultés pour que la finalisation du projet se fasse dans les meilleures conditions. Il faut savoir que le coût de ce marché est de 1 milliard 999 952 375 francs CFA et que dans le principe, il y a une subvention de l'État de 40% du coût de l'ordinateur pour les étudiants qui sont inscrits en présentiel et de 60% pour les étudiants qui sont dans le cadre de l'université numérique. Répondant aux questions d'actualité, le porte-parole du gouvernement condamne avec la dernière énergie l'incendie au cocktail Molotov du véhicule du journaliste Ladji Bama dans la nuit du 6 au 7 janvier. Concernant l'explosion survenue dans une école franco-arabe à l'arrondissement 9 de Ouagadougou, les blessés ont été pris en charge par les services sanitaires et une enquête a été ouverte. La bénédiction des chefs coutumiers sollicitée par Edi Komboïgo, le président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, était dans son fief, le Passoré, pour présenter ses vœux de nouvel an aux chefs de la localité, mais aussi bénéficier de leurs conseils dans la perspective des élections de cette année. Edi Komboïgo qui ne fait plus de mystère autour de sa candidature à la présidentielle de 2020. Abdourazak Traoré. Les fêtes de fin d'année et le nouvel an, c'est dans son fief que le président du CDP les a passés. Entre communion et présentation de vœux aux chefs coutumiers dans le Passoré, Edi Komboïgo en a profité pour solliciter l'accord préalable de ses parents pour les défis de 2020. Sans surprise, Edi Komboïgo veut briguer la magistrature suprême au nom du CDP. En attendant que le parti ne désigne son candidat, il a le feu vert des coutumiers. C'est ce qu'il a déclaré à la fin de sa tournée auprès des leaders coutumiers du Passoré. J'ai eu cette permission et j'irai répondre aux militants du CDP. À Batono, Dakula, Arbolé, Songnaba et Edi Komboïgo, son équipe ont été accueillis en grande pompe. Des mobilisations aux allures de meeting ou des sujets d'intérêt national ont été abordés. Nous avons passé de bons moments ensemble, nous avons échangé de la vie de la nation, des difficultés que nous avons au niveau national et des perspectives que nous envisageons
pour 2020. Des perspectives pour 2020 étaient également au cœur de la rencontre entre le patron de l'ex-parti au pouvoir et le roi de Yako qui a célébré ce week-end sa fête coutumière annuelle dénommée le Napoussoum. Un véritable cadre de rencontre entre fils et filles de la localité. Les chefs coutumiers qui s'engagent pour la cohésion sociale à Bobo-Dioulasso, ils ont eu une rencontre avec les autorités politiques de la ville. Ces derniers temps, les conflits liés à la chefferie coutumière et au foncier se sont multipliés dans la localité. Il est question d'apaiser les cœurs en ce début d'année. Justin Dabiré. Ramener la paix et la cohésion sociale au sein de la communauté Bobo et dans les villages rattachés à la commune de Bobo-Dioulasso, c'est tout l'enjeu de cette rencontre entre les chefs coutumiers Bobo et les autorités de la commune de Bobo-Dioulasso. Une rencontre au cours de laquelle le 4e adjoint au maire de Bobo-Dioulasso a échangé avec les chefs coutumiers sur le rôle qu'ils doivent jouer dans les questions de dialogue social et de médiation. Vous savez très bien que cette ville est cosmopolite. Et maintenant, si les coutumes des bobos doivent s'exprimer dans la ville, je prends l'exemple des masques qui sortent, qui fouettent souvent les gens, ça ne convient pas. Alors que non, le fouet là, c'est le repas des masques chez les bobos. Mais aujourd'hui, dans la ville, tout cela ne peut plus s'exprimer comme ça. Il faut une transition, il faut une adaptation. Et également au cours des échanges, la question foncière qui divise actuellement les populations à Bobo-Dioulasso a été abordée par les chefs coutumiers et les autorités communales de la ville de Bobo-Dioulasso. Pour faire face à cette situation, les chefs coutumiers sont appelés à sensibiliser les jeunes de leur village. Aujourd'hui, nous sommes dans des difficultés. Donc, les jeunes veulent aller très vite. Donc, pour aller très vite, au lieu de travailler, donc, ils veulent bazarder, vendre les terrains, les terres dans les villages un peu partout. Donc, nous avons demandé à chaque chef qu'il sensibilise au moins les jeunes au village. Malheureusement, cette rencontre d'échange à huis clos n'a pas permis aux chefs coutumiers de désamorcer la crise qui prévaut actuellement à Kimindougou. Toutefois, les différentes parties prenantes sont invitées au dialogue. Nous, en tout cas, l'ensemble des chefs, c'est ce que nous disons. Un chef, quand on t'intronise, normalement, ça doit être un chef coutumier, tu dois être un chef à vie. C'est quand tu meurs qu'on te remplace. Mais maintenant, avec ces spéculations foncières, donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Bon, quand le chef de Koumi a parlé de son problème, donc nous avons suggéré donc, à ce que la commune fasse quelque chose donc, pour arrêter vraiment donc, ce problème. Vous le savez très bien, ce n'est pas une question de la mairie, parce que c'est une question coutumière. Et la mairie ne se mêle pas de ces questions coutumières. Mais la préoccupation de la mairie, c'est la préoccupation de l'administration, la quiétude de nos villages, la quiétude de nos populations. Et donc, je pense qu'ils vont trouver une solution. Nous, on doit plaider à ce qu'une bonne solution soit trouvée et que le chef véritable qui soit là-bas soit jouer son rôle au grand bonheur des populations et au grand bonheur de la commune. Cette rencontre jette les bases d'un processus de dialogue entre les fils et filles de la communauté Bobo pour une cohésion sociale durable et définitive à Bobo-Dioulasso. La protection des lieux de culte, la mise en place d'un calendrier commun pour le bon déroulement des cérémonies funéraires Bobo, la protection du marigot où est fortement pollué et l'encadrement de la sortie des masses, ce sont là les points essentiels abordés par les chefs coutumiers et les autorités communales de la ville de Bobo-Dioulasso au cours de la rencontre. Une rencontre saluée par les chefs coutumiers qui appellent à la cohésion sociale, à l'entente et à l'union des fils et filles de la communauté Bobo pour le développement de la ville de Bobo-Dioulasso et de ses villages rattachés. Ce rapport de l'ASE, l'autorité de régulation du secteur de l'énergie, il indique que la SONABEL, l'Association nationale burkinabé d'électricité, est un mauvais élève en matière de paiement de redevances. En 2018, la SONABEL a eu des performances mitigées en matière de production, de transport et de distribution de l'énergie. Explication, Archimède Boy. La Société nationale d'électricité burkinabé, SONABEL, n'est pas un bon élève en matière de paiement de ses redevances à l'autorité de régulation du secteur de l'énergie. C'est ce qui ressort du rapport 2018 de ladite institution. Le paiement de la redevance, ça pose problème au niveau de la SONABEL, bien sûr. Nous sommes en négociation, j'allais dire, depuis 10 ans. La SONABEL a exigé de nous qu'un décret soit pris qui institue la redevance.
Donc nous avons négocié en disant qu'un décret ne peut pas être au-dessus de la loi. Mais néanmoins, aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous sommes en perpétuelle négociation. Bientôt, nous allons voir, en tout cas, la lumière au bout du tunnel. Le secteur de l'énergie a encore été caractérisé en 2018 par de nombreuses faiblesses, dont la principale reste l'insuffisance des investissements. Cela se juge même à travers le nombre des abonnés. La Sonabel a environ 600 000 abonnés, même pas 1 million, depuis le temps que l'électricité existe dans notre pays. Au niveau des zones rurales, à peine 40 000 abonnés. Donc, ce qui dénote vraiment qu'il faut de gros efforts pour investir dans le secteur, dans les activités de production, de transport et de distribution de l'électricité. L'une des notes positives de ce rapport est la mise en service de la ligne de transport de l'énergie reliant le Ghana au Burkina Faso. Qui est communément appelée Boloratanga-Ouaga, qui a une ligne de 225 kV. Donc, cette ligne nous permet d'acheter l'énergie auprès du Ghana. Donc, c'est une réalité. Cette ligne, en tout cas, elle est très importante pour nous puisqu'elle va nous permettre d'augmenter la quantité d'électricité que nous achetons auprès de nos voisins. Au titre des recommandations, l'autorité de régulation du secteur de l'énergie invite le principal opérateur, la Sonabel, à rendre effective la séparation de sa gestion comptable en vue d'améliorer davantage ses performances. À l'international, l'actualité est marquée ce mercredi par le crash particulièrement meurtrier en Iran. Un avion ukrainien qui a décollé tôt ce matin de Téhéran en direction de Kiev s'est écrasé avec 176 personnes à bord. Il n'y a eu aucun survivant. Il ne reste plus grand-chose du Boeing ukrainien qui s'est écrasé ce matin en Iran. Des morceaux de carcasse de l'appareil, des bouts de siège et ce bilan, celui des victimes, 176 personnes ont péri. Parmi elles se trouvaient 82 Iraniens et 63 Canadiens. L'avion appartenait à la compagnie Ukraine International Airlines. Il venait de décoller de l'aéroport international de Téhéran en direction de Kiev. Il s'est écrasé sur le territoire de la ville de Shahryar, à l'ouest de la capitale iranienne. Il était environ 6 heures du matin quand on a entendu une explosion. J'allais travailler, mais j'ai fait demi-tour. Je suis arrivé à 6h10. Et j'ai tout de suite vu que l'avion et les corps des passagers avaient été réduits en pièces. Mais le pilote a réussi une chose. Il s'est écrasé sur un terrain de foot au lieu d'une zone résidentielle. Il a pu s'écraser dans ce champ, près du canal d'eau. Ce crash meurtrier a eu lieu quelques heures après les frappes de l'Iran sur les bases américaines en Irak. Une défaillance technique ou humaine pourrait être à l'origine de l'accident, mais l'appareil venait de passer un contrôle technique il y a 2 jours, affirme la compagnie d'aviation ukrainienne. Dans la ville de Shahryar, près de Téhéran, les secouristes iraniens ont quadrillé la zone du crash ce mercredi à la recherche des corps des 176 victimes. Un travail de longue haleine, car les débris de l'avion ukrainien s'étalent sur une vaste zone. L'avion accidenté a été traîné au sol sur environ 500 mètres. Heureusement, il ne s'est pas écrasé dans une zone résidentielle. Et les débris se sont éparpillés dans les jardins et les maisons sur un large rayon. Personne n'a survécu. Tous les passagers sont morts. Encore sous le choc, certains proches des victimes se sont rendus sur les lieux du drame. Parti de Téhéran en direction de Kiev, l'avion de la compagnie Ukraine International Airlines s'est écrasé peu de temps après le décollage. Dans la capitale ukrainienne, les parents des membres d'équipage se sont rendus à l'aéroport dans l'espoir d'obtenir des réponses. Valérie Matkov et son épouse ont perdu leur fils Ilor, steward de la compagnie. Ma fille a appelé à 6h15 ce matin pour dire qu'aux États-Unis, il signalait qu'un avion s'était écrasé, un avion d'Ukraine International Airlines. Elle a demandé où il leur allait et nous avons dit Téhéran et qu'il devait rentrer avec le vol du matin. Et puis on a trouvé la vidéo de l'avion qui s'était écrasé. Le président d'Ukraine International Airlines a rendu hommage aux victimes et a annoncé que la compagnie suspendait tous les vols en direction de Téhéran. C'était l'un de nos meilleurs avions, avec une équipe très fiable.
Merci pour la confiance renouvelée au 19h30 de BF1. C'est la fin de cette session. Agréable soirée sur la chaîne au cœur de nos défis. Bonsoir.